Alors, bienvenue au deuxième épisode du podcast Entre les quatre coins du ring. Et aujourd'hui, en compagnie de Richard Adams Gagné, nous allons discuter de l'après WrestleMania 31 et de Raw. Servez-vous avec un bon verre d'eau, ou sinon un bon Pepsi, ou un bon thé glacé, grignotez votre popcorn et vos chips, ou un bon club sandwich, et bienvenue, une fois de plus, au podcast Entre les quatre coins du ring. Alors, comment ça va? Ça va très bien, toi. Ça va même que d'ailleurs, on va casser la magie. Il est très tard en ce moment. On fait le podcast justement après Raw directement. Comme ça, c'est frais à notre mémoire. Yes, sir. Et WrestleMania était en résumé quand même un événement assez étonnant. C'était respectable. C'était respectable. Oui, c'est effectivement, c'est dur, hein. Il me semble que c'était dur pour la WWE pour faire des bons événements, des bons WrestleMania. Il me semble que le dernier vraiment bon WrestleMania, c'était pour moi, ça a été le 22. Ah mon Dieu, je t'avouerai que je me rappelle pas parfaitement exactement toutes les WrestleMania dernièrement. J'avais bien aimé l'année passée, il me semble. Moi, j'ai détesté l'année passée parce que ça avait plus l'air plus trip d'ego qu'autre chose. Ouais. D'ailleurs, les trips d'ego vont revenir sont revenus à WrestleMania 31 et ça, on va en parler au fur et à mesure. Alors, fait que là, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? La formule va être match par match. Avant de ensuite donner un petit peu de topo sur Raw, donner nos impressions sur les deux événements, WrestleMania 31 et Raw. Et également, à partir de là, selon nous, grosso modo, où s'en va la WWE pour la nouvelle saison. Exactement. Alors, l'événement a commencé hier. En fait, c'était plus un événement, je dirais, de 6 heures. Les 2 premières heures étant le kick-off, qui était surtout du blabla pour mousser le grand événement, et avec raison. Mais on avait quand même droit à deux combats intéressants. Le premier d'entre eux figure Tyson Kidd et Cesaro contre The New Day, les Los Matadores, et la dernière équipe, puisque c'est un Fatal 4-Way pour le championnat par équipe, les favoris des Usos. Les favoris qui, malheureusement, ça a été plus un match entre les 3 autres équipes et Jay qui a été éliminé, donc c'est ça. Ça a été donc plus 3 équipes plus une personne. Le match, moi, je trouve qu'il s'est bien déroulé. Ça a été quand même très intéressant. Les seuls petits hicks, rendu à peu près vers la fin, il y a eu vraiment, ça a été très chaotique, au point que même le ref à un moment donné savait plus qui était légal dans le ring. Mm-hmm. Il refuse un pin de Cesaro sur juste un des matadors, je pense. Puis le match continue, mais c'est encore eux autres qui continuent à se battre dans le ring. C'était un peu bizarre. Des petites affaires comme ça. Sinon, j'ai bien aimé que chacun des accompagnateurs se mêle un peu du match. Donc Naomi, le petit taureau. El Torito. Puis Natalia qui d'ailleurs, si elle n'a pas le meilleur manteau de la soirée, le meilleur rain attire, désolé pour l'anglais, de la soirée, elle figure facilement parmi les top 3. Elle était très, très, très jolie, la demoiselle. Mais c'était la deuxième pour moi, par contre. On en reparle plus tard. Il y en avait une qui s'est plus ressortie pour moi. Ah oui? J'ai hâte de voir ça. C'était effectivement un match avec d'une belle intensité. C'était rapide. C'était voulu pour être rapide puisque c'était dans le fond le premier combat de 4 pour le grand public. C'est ça. Toi, tu mettrais ce combat-là. Dis-moi des impressions sur le combat. Comment as-tu aimé ça? Mais comme je dis, comme j'ai dit, on sait tout pourquoi ils ont sorti un des Usos, c'est parce qu'ils étaient blessés. C'était leur moyen de faire en sorte que les Usos soient là, malgré tout, soient représentés, puis qu'ils aggravent pas la blessure de Jay. Mm-hmm. Donc ils ont juste fait, Cesaro au début du match, sort-les, puis c'est tout. Sur un coup qui, en réalité, on s'entend, il a juste pogné, il a drivé dans les barricades. C'est quelque chose qui aurait pu arriver de n'importe quand, puis ça aurait pas éliminé un player. Fait que, comme je dis, c'est clair que c'est parce que, oui, ce frère-là, Uso, est blessé. Donc, sûrement que les Usos, on va les voir un petit peu moins
peut-être jusqu'à Extreme Rules, peut-être même qu'ils vont skipper Extreme Rules pour s'assurer de la bonne santé. Cesaro et Tyson Kidd ont donné un très bon show. Ça a été vraiment, vraiment bon. Je suis content qu'il ait gagné. Oui. Je voyais pas vraiment tu sais, comme je dis, vu que les Usos étaient pas réellement présents, ça leur été surprenant une victoire de eux. Los Matadores, je vois pas vraiment pourquoi leur donner la belt. Il y a pas vraiment... il aurait pu le faire déjà depuis longtemps, puis ils l'ont pas fait. Puis c'est malheureusement pas une équipe... sont le fun à voir, mais... c'est pas une équipe qui ressort du lot vraiment non plus. Non, c'est pas... Ils sont pas encore démarqués. Quand c'est rendu que le nain qui incarne un mini-taureau a plus de pop. De pop, de popularité que les deux lutteurs. C'est parce qu'il y a un manque en quelque part. Puis pourtant, je t'avoue que moi j'aime bien Los Matadores. De New Day, si on peut se mettre des commentaires, de New Day, ça je le dis depuis le début. J'adore les trois lutteurs qui sont impliqués. Mais leur gimmick, c'est ça, c'est trop gimmicky. Ce qui risque d'arriver, moi en tout cas j'ai l'impression qu'ils n'auront pas le choix de les faire virer heel. Ouais, moi non plus. Anyway, à la base, quand on a vu New Day arriver, les premières fois qu'on a vu les promos, je m'attendais pas à avoir un groupe face. J'étais quand même assez surpris. De la manière que ça discutait avant l'arrivée de New Day, on s'attendait à une équipe un peu plus... comme on les reliait à Nation of Domination, en gros. On disait que c'était supposé d'être une équipe qui était en intensité puis tout ça. Oui, ils sont intenses dans leur speech puis tout le kit. Ils offrent quand même des très bonnes combinaisons. Ils travaillent très bien en équipe. Oui. Ils ont carrément 3 finishes, tout dépendant de c'est qui les deux qui sont en équipe ensemble. Donc, c'est une belle combinaison. Il y a vraiment... mais c'est ça. J'ai l'impression qu'ils n'auront juste pas le choix de les faire virer heel. Je sais pas. Même si j'apprécie chaque lutteur, à part peut-être le nouveau, là, qu'au début il était en Power Ranger quasiment. Là. Il arrivait avec un chandail noir, style Power Ranger. C'est pour ça que je l'appelle le Power Ranger. Xavier Wood, tu parles, je pense, de Xavier Wood qui était originellement Consequences Creed à TNA, c'était une gimmick, une hommage à Apollo Creed à TNA, et moi, Consequences Creed, pardon, était un lutteur très divertissant à la TNA. Je sais pas ce qu'ils ont fait avec Xavier Wood, mais en tout cas. C'est très banal, Xavier Woods. C'est ça. Exactement. Donc, en tout cas, comme je dis, le match était bien. On a vraiment eu des beaux moments. Ça a été intéressant. Moi, j'ai noté les matchs sur 10. Oui. Ce match-là, je l'ai noté un 8 sur 10. Yes. Il y avait, comme tu dis, je suis très d'accord avec la vitesse du match. Il n'y avait pas de temps mort. Tout le monde était impliqué, tout le monde a fait sa part. Le finish aussi, j'étais comme, ok, Cesaro fait juste comme un blind tag. Oui, où il sort Rousseau puis il prend le pin. J'étais comme, c'est un peu... ça aurait pu être un petit peu mieux. C'était pas mauvais, mais ça aurait pu être un peu mieux. Non, c'est ça. C'est juste que t'as une grosse affaire que t'as pendant près de 10 minutes puis ça finit avec une petite affaire. C'est ça. Donc, c'est pour ça que j'ai noté le match 8 sur 10. Pour toi, ça a donné quoi? Moi, contrairement à toi, je n'y vais pas avec les notes de sur 10. Je te laisse ça à toi, faisant de ça ta marque de commerce quand vient le temps de rater les matchs. Qu'est-ce que t'en dis? Parfait, y'a pas de problème. Parce que moi, j'aime ou j'aime pas, et ce match, j'ai aimé. Parfait. Le prochain combat, ça a été la bataille royale André de Giant à 30 personnes. Alors, on a nommé, je pense que la moitié des dépassements lors du podcast sur WrestleMania, en vigueur pour WrestleMania 31. Et là, on a officiellement eu un compte qui est de 30 lutteurs, qui inclut le retour de Bo Dallas. Je l'ai noté parce que j'étais genre là, ah non, pis c'est pas lui. De quoi parles-tu? Non, pas en plus, j'aurais vraiment aimé qu'il s'élimine pour de vrai toute seule quand il a fait sa course là. J'aurais vraiment adoré que pour de vrai les arbitres l'arrêtent et fassent non, t'as sauté à l'extérieur du ring, t'es éliminé. Ça aurait comme fait oh my god, bravo Bo Dallas, bravo. Parce qu'au moins là, il aurait été au moins moindrement divertissant, mais ça aurait fait mal à sa crédibilité.
Ben, c'est sûr, mais on s'en fout, on veut pas le voir, Bo Dallas. Non, c'est ça. faut vraiment s'ils veulent faire quelque chose avec Bo Dallas, faut vraiment qu'ils changent totalement la personnalité, parce que tout le monde n'est pas capable du personnage de Bo Dallas. Je connais personne qui apprécie le personnage. Non. T'as même pas le goût de le détester, t'as juste le goût de pas le voir. C'est ça, tu sais, Seth Rollins, t'as le goût de le détester, mais Bo Dallas, pas du tout. Alors, finalement, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que toi, t'avais prédit, je pense, pour le Battle Royale, j'avais dit NXT. Moi, j'avais dit le gars de la NXT. Toi, t'avais dit Hideo Itami, qui a quand même bien paru. Il a fait ce qu'il a pu contre Big Show. Il a fait ce qu'il a pu. C'est vraiment ça. Parce que le plus gros du match, à part quand il a éliminé, c'était... Je sais plus c'est qui, mais il a éliminé un gars, là, oui. Ça avait été très bien. Je pense que c'est lui qui a éliminé Dallas, d'ailleurs. Oui, je pense que ça se peut. Je sais plus. Je pense que c'est lui. En tout cas, il a éliminé quelqu'un de très très belle manière avec ses combinaisons. Et il y a eu une très belle pop. Oui. Le monde la foule a adoré. Oui, le monde était content. Puis comme je dis, il a fait son grand garçon, il a mangé une belle volée de Big Show. Ouais. J'étais quand même impressionné quand il t'a l'amené dans le coin puis qu'il t'a fait 3 belles chops. Là. Wow, j'étais comme, il est tough. C'est un grand garçon. Là. C'est vraiment bien. Fait que non, en général, le match a été très correct. Moi, j'ai pas... c'est un Battle Royale. Il aurait pu avoir des plus gros spots. Les éliminations étaient très correctes, sans plus. Mm-hmm. J'ai pas été super impressionné. Les éliminations ont presque toutes été à 2 personnes. Big Show a éliminé 10 personnes. Oui. Ryback a éliminé 6 personnes. Okay, donc, juste à 2, ils ont éliminé la moitié du monde. Et même plus, si tu considères que à eux deux, ils ont éliminé 16 personnes. C'est ça. Tout le monde a éliminé Axel au début. Non, c'est ça, tu sais. Il y a Fandango et Adam Roses qui se sont entre-éliminés. Non, c'est ça. Ça, c'était pas pire, cette partie-là. Je veux dire, il y a quand même eu des belles parts dans ce Royal-là. Puis on a eu ce que toi tu prédisais, c'est pas Miss Dow qui a gagné, mais il y a quand même eu le pop que tu cherchais, oui. Qu'on s'entendait qu'il était pour arriver quelque chose. J'ai aimé ça. Ce moment-là, là, c'était bien. Ça a été vraiment le moment fort du Royal Rumble. Moi j'étais avec des amis puis ils voulaient tous voir Miss Dow gagner à ce moment-là. Moi j'avais compris que un instant, Miss Dow a déjà son moment. Oh, c'est ça. Il y a eu son moment, c'est assez. Il y avait pas de nécessité de le faire gagner, comme tu dis. Puis en plus, Cesaro, ça fitait l'année passée qu'il sorte Big Show parce qu'il est fort, il est capable. Mais Miss Dow sortir Big Show, non. Je veux rien enlever à Miss Dow, je l'aime, mais là, il y a des limites à ce qu'il peut faire. Là. Peut-être qu'un jour, quand il va avoir vraiment comme forge, parce que là, anyway, on va en reparler un petit peu plus tard, mais juste glisser mot, on l'a revu aujourd'hui vite fait à Raw, et il était encore en Miss Dow. Là. Il est pas revenu à Damien Sandow, ce qu'on pensait qu'il arriverait. Donc, on voit qu'il y a du travail à faire présentement. Donc, ça servait pas à grand-chose. Ça, c'est parce que la feud entre Miss Dow et The Miz va continuer. Ouais, ben c'est ça. Mais encore là, je m'attendais quand même, malgré que la feud a continue, que Miss Dow vraiment se détache totalement de l'image qu'il a. Mais en tout cas, comme je dis, on va en discuter plus tard. Ouais. Donc, moi, le Battle Royale, j'y ai donné une note correcte de 7 sur 10. Ouais, c'est correct, c'est une bonne note. Moi aussi, j'ai aimé. Parfait. Donc après ça, on a eu le vrai show qui a commencé. Yes. Ta prédiction fut bonne, c'est le ladder match qui a commencé le show. Ben, j'avais soit le ladder match, soit Randy Orton contre Seth Rollins pour donner le repos à Seth Rollins de venir plus tard. Exact. Mais bon, là, on va aller dans l'ordre. Ce fut Bad News Barrett qui défendait sa ceinture contre R-Truth, Daniel Bryan, Dean Ambrose, Luke Harper, Dolph Ziggler et Stardust. Effectivement. Et c'est resté à cette personne, ce qui veut dire que Sheamus n'est pas devenu lutteur numéro 8 pour peut-être finalement gagner la ceinture. Non, ça s'est réglé entre les 7 lutteurs qui étaient promus. Comme je t'ai dit, moi personnellement, ce que j'en pense de ça, on discutait plus tôt avant de rentrer en onde. Moi, je pense personnellement qu'ils ont fait exprès pour laisser Daniel Bryan avoir sa victoire comme il faut. Ouais. Puis on fait, gars, Sheamus, on va te faire revenir à Raw demain à la place. Puis comme ça, tout le monde va être content. Daniel Bryan va avoir sa petite victoire. Puis
Puis, fait comme ça, il n'y aura pas de brouhaha de dire c'est de la faute à Sheamus, que Sheamus a scrappé son moment, nanana. Donc, moi, je pense que c'est pour ça que le match, finalement, Sheamus ne s'en est pas mêlé. Le match a été intéressant. Il manquait peut-être un peu de vitesse dans le match. Ouais, hein? On a eu 3 bons spots. Il y a eu le spot habituel de tout le monde qui se dive dessus au début du match. Mais ça c'était au début du match. Ça, c'est classique. Dans à peu près tous les ladder matchs, dans une gang comme ça, c'est souvent ce qui arrive. Il y a un moment où est-ce que tout le monde se met à diver, puis tout le kit. Puis il y en a tout le temps un fou. Cette fois-ci, c'était Dean Ambrose qui monte en haut d'une échelle, puis qui saute en bas pour écraser tout le monde. À la Mick Foley. Donc, ouais, c'est ça. Le match a bien commencé sur ce point. Après ça, le rythme a eu de la difficulté à embarquer un peu, je trouve. C'était juste... Il manquait quelque chose. Ça n'a vraiment pas été aussi impressionnant que tout ce qu'on a pu voir avec les Money in the Bank. Comme je dis, les gros spots, il y a eu ça. Personnellement, l'autre gros spot que j'ai aimé puis que j'ai eu peur même, là, c'est quand Dean Ambrose s'est fait faire un powerbomb au travers de l'échelle en bas du ring. Ouais. Il est tombé, ma foi, je sais pas si c'est ça qu'il voulait que ça paraisse dégueulasse, mais il est vraiment tombé direct sa tête. C'est, oh my god, quand j'ai vu ça, j'ai fait, oh mon dieu, esprit. Puis même quand voyons, je sais pas si je peux dire médecins, mais en tout cas, oui, ceux qui s'occupent de vérifier la santé. L'équipe médicale, au pire, tu peux dire l'équipe médicale, mais ouais, c'est ça. Même affaire dans le fond. Ouais, c'est ça. Dans le fond, c'est ça. Quand ils sont arrivés, on voyait que Dean Ambrose se tenait la tête, puis ils ont amené des guinées. Je me demandais s'il s'était peut-être pas justement coupé à la tête ou quelque chose comme ça. Il s'est actuellement coupé comme le derrière de l'oreille, une petite coupure. Ah, ok. Parce que comme tu as vu, l'échelle, c'est comme trop bien cassé en deux. Fait que... Oh, c'était... Ah, mon dieu, c'était vraiment... Ça a été pas mal mon spot préféré du match. Même si j'ai eu vraiment peur pour Ambrose. Là, ça a été... Ouais. Sinon, à part de ça, comme je dis, le spot final a été vraiment bien par contre. J'ai vraiment aimé le headbutt frenzy du haut de l'échelle entre Daniel Bryan et Ziggler qui se battent à tue-tête, vraiment qui se donnent jusqu'à temps que finalement Ziggler tombe et que Bryan prenne la ceinture. Oui. Donc, il y a eu beaucoup d'un très beau drame de créer pour un ladder match. C'est ça, le début a été beaucoup. Ensuite, ça a été, ça manquait effectivement un petit peu de rythme. C'était un petit peu, dans l'exécution, c'était un petit peu plus lent. Belle mention pour Dolph Ziggler qui, pour essayer justement d'empêcher Daniel Bryan de remporter la ceinture, a comme monté une échelle comme si sa vie lui en dépendait. Ça, c'est assez impressionnant. Monter une échelle, mesdames et messieurs, c'est comme Ziggler a fait, comme à la course, là, une vraie fucking course. Oh, c'est loin d'être évident. C'est le seul, je pense, c'est le seul qui a fait ça. Être capable de faire ça, parce qu'on s'entend, c'est dur. Là. Même Shelton Benjamin ne fait pas ça, et même un pompier ne fait pas ça, et pourtant, Dolph Ziggler le fait. Oh, essayez pour le fun chez vous. Sortez-vous une échelle, puis essayez de la monter à la course de même. Vous allez voir que c'est pas facile pas tout. C'est pas une bonne idée, tu veux pas être responsable de futures blessures. Ouais, j'avoue, non, c'est vraiment, en tout cas, comme je dis, c'est vraiment, c'est horrible, là, comment... C'est sûr que tu t'en fâches. C'est sûr que tu t'en fâches puis que tu te plantes. Là. Ouais. Donc, non, vraiment chapeau à Ziggler là-dessus. Fait comme je dis, le match a été bien. Moi, j'ai donné un 7.5 à ce match-là. Comme je dis, il manquait juste peut-être un peu des gros spots, des meilleures utilisations des échelles. Puis mon gros point d'interrogation, pourquoi fabriquer une échelle qui a dû leur coûter un prix de fou avec les espèces de petits brillure pour Stardust, une espèce de belle échelle de fou, pour juste faire en sorte que Bad News Barrett brise une des marches puis l'utilise comme weapon. Pour être honnête, je pense que l'échelle a pas coûté si cher que ça. Je veux dire, ça, c'est des... Non, je sais, je niaise un peu, là. Ok, excuse-moi, je t'ai pas perçu. C'était... Il y avait effectivement une échelle avec plein de diamants, tout autour des côtés. Ah, ok, c'est une belle gimmick, et finalement, un simple coup de pied et une des marches se pète pour que finalement Wade Barrett frappe. Tout le monde avait. On l'a pas revu pendant toute l'échelle après. Je suis comme,
tout ça, puis le travail de la personne qui a dû, parce qu'on s'entend, il y en avait gros même si c'est pas des vrais diamants, on s'entend. Non, il y a eu du travail pareil à faire avec ça, là. C'est ça, là, ça a dû être quand même assez long. Fait que je suis comme, tout ce beau travail-là pour que le gars qui l'a fabriqué regarde ça puis fasse, mais ils ont rien fait avec à part la briser. Voilà. Donc, non, c'est bon. C'était mon point d'interrogation du match, que je comprenais pas trop exactement c'était quoi le but. C'est juste pour une gimmick avec Stardust, mais ça c'est comme fait pour ça. Ouais. À cause du petit laps de temps, je suis d'accord avec toi, ça fait push. Donc c'est ça. Toi, est-ce que t'as aimé ou pas aimé? Moi j'ai bien aimé, mais je partage ton avis avec le fait que ça commençait très fort, ensuite c'était pour revenir à la finale entre Ziggler et Daniel Bryan. C'est ça. Ensuite, nous avons Randy Orton Rollins versus Seth Rollins. Mon opinion, match de la soirée. Ah, c'était écœurant comme match. C'était wow. Le match était vraiment très bien fait. Il y avait un bon rythme. G&G Security qui s'en sont mêlés. Juste assez. Deux petites affaires. Une affaire au début pour que Orton les sorte avec son gros DDT à l'extérieur du ring. Puis une petite coche à la fin des RKO. Puis c'est tout. Ils n'ont pas eu rapport. Le reste, les deux autres se sont battus comme des grands. On a eu droit à... Moi, personnellement, à WrestleMania, ce qui fait gagner des points pour un match, c'est quand les lutteurs prennent la peine de faire des choses qu'on ne les voit pas faire habituellement. Et j'ai vu des choses que je ne vois pas habituellement. Exemple, il y a Randy Orton qui nous a fait une belle souplesse. Je pense que c'est une Fisherman ou une T-Bone. Il a fait une T-Bone. Il a fait une très belle T-Bone en plus. C'était vraiment bien. On voit jamais Orton faire ça habituellement. Même Orton qui a fait un dive de la troisième corde, ça non plus, on le voit jamais ou presque jamais. Non. Un beau splash. Vice versa, on a eu Rollins qui a fait vraiment un beau moonsault à l'extérieur du ring en springboard, qui était très beau. J'avais l'impression de voir Shawn Michaels durant 2 secondes, tellement que c'est beau. Il a fait son Phoenix Splash où c'est que voyant guillemets qu'elle allait rater sa cible, il a fait une roulade pour reprendre son momentum. C'est ça. Et la finale, le RKO en reverse du stomp, out of nowhere. Out of nowhere! Qui était incroyable. Le spot de la soirée, d'ailleurs. Moi, comme je t'ai dit, on se discutait un peu durant la soirée. Pour moi, ça va facilement dans le top 5 des plus beaux RKO que Orton a fait, avec le RKO qu'il avait fait à Carlito en springboard, et qui avait été incroyable aussi. C'était juste parfait. C'était bien pensé, c'était simple, c'était efficace. Les seuls points négatifs pour ma part dans le match, il y a eu des petits très légers moments. C'était pas long très souvent, là, mais des petits moments où est-ce que, exemple, à un moment donné, Orton était dans le coin et Rollins allait lui donner des coups de pied. Je trouvais qu'il manquait un petit peu d'intensité dans les coups. Il aurait pu faire un petit quelque chose de plus. Il aurait pu pousser un petit peu plus. C'est arrivé 2-3 fois dans le match, mais c'est tout. Ça a été vraiment les seuls petits légers points négatifs que j'avais dans ce match-là. C'était vraiment pas notable, cependant. C'est ça, effectivement. Mais pour moi, c'était quand même assez notable pour que je donne pas une note parfaite. Je donne à ce match-là un 9.5 sur 10. 9.5 est quand même une grande chose, surtout que c'est le match Orton-Rollins mérite vraiment son 9.5. Pour ma part, c'est un match que j'irais plus que dire que j'ai aimé. C'est un match que j'ai adoré. Et habituellement, je déteste les matchs de Randy Orton, mais j'adore les matchs de Seth Rollins. Et même hier, j'ai aimé Randy Orton. Il a très bien fait son travail. Les deux ont très bien travaillé. Vraiment, là, ça aurait été difficile, je pense, pour les deux de faire mieux que ça ensemble. Puis comme tu dis, même si on n'aime pas Randy Orton, il a quand même prouvé hier que c'est pas parce que il y en a qui vont dire, exemple, Cena, quand il s'est pogné contre Rollins, Cena paraissait bien parce que Rollins le carryait. Il le transportait dans le match. Il faisait en sorte que Cena paraisse bien. Ouais. Ce que je suis pas tout à fait d'accord. Hier, en tout cas, on peut clairement pas dire que Orton se faisait carryer par Rollins. Non, c'est ça. C'était vraiment très bien. Ensuite, j'ai été surpris que Sting Triple H soit si tôt dans la soirée.
Moi aussi, j'ai pensé que ça aurait été comme parmi les derniers. Ben non, officieusement, Sting, Triple H était le troisième combat. Et savais-tu que c'était un no disqualification match? Non, du tout. J'ai pas catché. Quand ils ont dit ça au début, j'ai comme fait, hein? Qu'est-ce qui se passe? Fait que c'est pour ça que moi, je t'ai dit, durant la soirée, je t'ai dit, moi, je pense que c'est ça, le fameux spot que Vince McMahon était censé préparer. La surprise. Le gros quelque chose, genre, que Vince McMahon avait prévu puis avait dit, ça va le faire lever la foule comme l'année passée avec Taker qui a perdu la streak. Moi, je pense que ça a été préparé à la dernière minute. Puis c'est pour ça que personne ne savait que c'était un ODQ. Parce que même quand on a fait je reviens sur le premier épisode, c'était annoncé comme étant un match en simple simplement, et là c'est devenu un match sans disqualification. C'est ça. Puis on va commencer par la base. Parce que j'étais quand même intrigué par quelque chose que t'as dit. Parce que pour moi personnellement, je vais le dire, moi j'ai adoré les entrées des deux lutteurs. Ça a été vraiment très agréable. Sting avec la musique chinoise, les gros tambours et tout, c'était beau à voir. Les gars étaient tous maquillés en plus avec la face de Sting. C'était vraiment bien. La foule levait, ma foi, c'était pas croyable. Et ensuite, on a eu Triple H qui a rentré clairement un spot publicitaire pour le film The Terminator. Genesis, Genesis, le prochain Terminator qui va sortir en salle cet été. C'est ça. Personnellement, j'ai beaucoup aimé le costume à Triple H quand il est rentré. Puis j'ai aimé quand même la manière qu'il a rentré, quand ils lui ont amené les têtes justement de Terminator, puis let's go. Moi, j'ai aimé. Mais je sais que toi, tu n'as pas aimé. Donc j'aimerais des explications. J'ai détesté parce que je trouve que c'est encore une fois un trip d'ego de Triple H, dans le sens que... Triple H est quand même reconnu, même à ce jour, même en tant que membre corporatif, assez de retenir certaines personnes pour avoir la lumière sur lui. Et même encore là, j'ai trouvé son costume misérable, dans le sens que tout ce qu'il y a, c'est un mix entre sa couronne et un masque de Terminator, puis on va dire des câbles reliant à ses griffes cybernétiques. Le reste, c'est Triple H en connant le barbare, quoi. Si tu voulais vraiment faire de quoi de hot, là, dude, pourquoi tu vas pas go for broke comme les autres fois, ce qui veut dire, pourquoi tu te mets pas en exosquelette, quitte à ce que, justement, après ça, on te retire ton attirail pour faire ta pause avec les têtes de Terminator. J'ai trouvé ça comme un peu cheapette, pour pas dire beaucoup cheapette, l'entrée de Triple H à ce niveau-là. Et également, c'était aussi un petit peu de têteux de sa part, parce que c'était un spot, parce que Arnold était là, ce qui en même temps fait du sens, mais ça avait de la plus d'être têteux qu'autre chose. Mais on s'entend, on sait que les deux sont très amis. Oui, c'est vraiment, sont très proches. Puis c'est clair là, que cette année, il y avait prévu là, de s'entretéter, si tu dis ça de même, là, parce qu'on s'entend, il y avait Arnold qui intronisait Triple H au Hall of Fame sportif des États-Unis ou quelque chose comme ça. Ah oui, c'est ça. Ouais, Triple H a été intronisé au Sports Hall of Fame. Je sais plus exactement c'est quoi là. Puis c'est Arnold qui faisait son intronisation. Après ça, ben Arnold a été intronisé dans le Hall of Fame. Par Triple H. Oui, donc, c'est sûr qu'entre les deux, il y avait des ententes là-dessus. Probablement, même chose pour ce qui est de la publicité durant le show. Il voulait que Mr. Terminator fasse un spot, parce qu'on l'a vu justement sur le Titatron durant quelques secondes. Oui. Donc, c'est clair là, qu'il y avait... C'était un mix d'entente. C'est un business. C'était une question de business, ça, rendu là. Fait que je suis quand même d'accord sur ce que tu dis, hormis que moi, ce que je dis, c'est vraiment, c'est pas tant une question d'ego qu'une question de business. Il y avait clairement de l'argent qui se tradait à quelque part là-dedans, puis c'était ça le but. Là. Le but, c'était de s'entraider là-dedans. Puis comme j'ai vu qu'il y a beaucoup de choses qui se passaient entre Triple H puis Arnold avec les entre-intronisations dans le Hall of Fame puis tout le kit. C'est un mélange de tout ça qui s'est passé. Je t'accorde aussi le fait que si on compare aux années passées, Triple H est déjà arrivé avec des costumes beaucoup plus complets. Ça, je te l'accorde quand même. Ça, c'est quand même vrai. Mais en tout cas, comme je dis, j'ai quand même aimé vraiment
6 Terminators qui étaient là. Oui. Avec les gars autour. Puis, je sais pas. Comme je dis, je suis pas un connaisseur de la série Terminator. J'ai peut-être vu un ou deux des films. Donc, je suis pas assez connaisseur pour savoir exactement. Le Terminator, ça, je savais c'était quoi, fait que je les ai reconnus. Mais t'avais les gars aussi en arrière avec des guns. Qu'eux autres, ça, par contre, je les ai pas reconnus. Je sais pas. Pour faire sur longue course, c'est ce que Terminator, c'est la guerre entre le restant de l'humanité et les machines qui sont corrompues par Skynet. Okay. Donc, c'est ça. Puis comme je dis, moi, j'ai quand même trouvé son costume. Pour ce qu'il avait, le costume était quand même beau. Moi, j'ai quand même trouvé ça bien. Maintenant, si on revient au match, le match, moi, je l'ai adoré. Oui! Je peux pas dire que mais c'est presque ça pareil, jusqu'à ce qu'il y ait les histoires de mix entre DX et NWO. Je suis pareil, je partage ton avis. Fait que si tu veux te défouler sur la chose, on est là pour ça, là. Ben en fait, c'est pas tant de me défouler. Je suis pas fru. La seule chose que j'ai pas aimé dans cette histoire-là, c'est le manque de cohérence dans l'histoire qu'on voulait raconter. Et il y en a eu beaucoup. Comment? Il y en a eu beaucoup. Oui, mais moi je parle vraiment de l'histoire entre Triple H et Sting. Dans ce fait que, depuis le début de la rivalité, que Triple H dit que ce que Sting cherche, c'est à se venger de la guerre Monday Night War. Sting finit par parler au micro, et dit, non, ce que je veux, c'est I want to take down Triple H. That's what I want. Ce qu'il voulait, c'était briser Triple H. Et le match, il n'aurait pas fallu que ça arrive, ça, pour qu'on reste comme ça. Parce que là, en mélangeant... Parce que c'est ça qui est arrivé. On a carrément mélangé le Monday Night War à ce match-là. Si ça aurait été vraiment l'histoire depuis le début, je dirais rien. Puis je dirais ça a été au contraire un très bon spot. Ben oui. Ça aurait été intéressant parce que ça l'aurait rajouté à la rivalité puis au fait qu'ils se battaient pour ça. Mais Sting, c'est pas ce qu'il voulait. En tout cas, comme je dis, si on garde une cohérence dans les speeches puis dans le développement de la rivalité. Oui. Donc, c'est juste là que moi, j'accroche. J'ai aimé ça. J'ai trouvé ça vraiment bien qu'enfin... Et même, à un moment donné, j'avais peur. J'avais peur parce que on le sait qu'en réalité, les gars de la NWO puis les gars de DX sont chums, là. Donc, à un moment donné, j'ai eu peur. Quand j'ai vu NWO arriver, j'ai comme fait... Oh non, genre, il va pas comme unir NWO puis DX contre Sting, là, parce qu'en plus, Sting a quand même fait des dommages à la NWO, à la WCW. Exact. J'avais vraiment peur que ça se ramasse à être juste un gang-up sur Sting. Parce que ça semblait mener à ça. Ben, j'avais vraiment... En tout cas, c'est sûr que la NWO est arrivée quand Sting était déjà à terre. Ça aurait peut-être pas fait vraiment de logique. Ben, en tout cas, j'avais quand même cette crainte-là que c'était ça. Parce que là, ça l'aurait vraiment tout enlevé au match. Encore plus. Mais sinon, comme je dis, quand Sting avait l'over puis que le DX sont arrivés, j'étais surpris parce que moi, je m'attendais plus à ce que ce soit Authority qui s'en mêle. Pour garder ça, justement, en termes présents de l'histoire. Puis j'essaye de take down Triple H. Fait que Triple H utilise ses ressources étant Authority pour essayer de gagner contre Sting. Mais là, finalement, ils ont vraiment mélangé c'est clair qu'ils voulaient essayer de... Parce que toute l'année, l'histoire... depuis le début de l'année, là, que si on recule à WrestleMania l'année passée, qu'on parle de la Monday Night War. Oui, le WWE Network... Le WWE Network est arrivé, puis ça a été une des premières choses qu'ils ont mis sur le WWE Network, c'est la série Monday Night War. Donc, on en a entendu beaucoup parler, puis c'est sûr que c'est une belle manière de clôturer la chose, puis de passer à autre chose. Mais en même temps, moi, je trouve ça hyper masturbateur de la part des créatifs d'arriver puis de dire vous savez, la guerre de la guerre des lundis soirs, c'est qu'on a failli tout perdre, là, Ben, la NWO, c'est de la merde. On vous met ça en plein dans le visage, on va même vous le frotter dans le visage que WWE a gagné, a remporté le Monday Night War. Je veux dire, on le savait depuis des luttes, on le savait depuis au-dessus de 15 ans, pis toi tu nous ramènes avec ça 15 ans plus tard, là. Let it go, là. Let it fucking go. Comme je dis, si ça aurait été ça l'histoire depuis le début, moi je dirais rien. Mais c'était pas ça l'histoire, pis c'est là que j'aime pas ça.
Avant que DX arrive, le match était vraiment bien. On l'avait prédit, on avait dit ce match-là va être un match classique. On va avoir un match de classic wrestling. Et c'était ça. C'était vraiment ça. Oui. C'était ça jusqu'à la venue de DX et NWO. Ouais. Mais comme je dis, là, je sais que je parle du match en général, j'essaie de le découper. Ouais. Fait que le début du match, c'était ce qu'on avait prédit. Puis c'était bon, c'était très bon. Sting s'en est très bien sorti. Il a montré qu'il est très capable encore. La foule, à un moment donné, a carrément parti sur You Still Got It. Absolument. Et j'étais d'accord. Sting s'est très, très, très bien débrouillé dans ce match-là. Très bien maintenu, d'ailleurs. Et on a vu à quel point c'est un des les gens disaient c'était un des derniers grands piliers de la WCW. Moi, je dis oui, mais en dehors de ça, si on tasse l'histoire de la WCW, c'était le dernier grand charismatique des années 90 qu'il manquait à la WWE. 80-90 même. J'irais jusqu'à 2 décennies parce que Sting dans les années 80 également, c'était quelque chose. Donc, c'était dans les boules de charisme, les lutteurs qui étaient là pour ça. Oui. Et on l'a très, très, très beaucoup vu durant le match. Là. Dès que Sting forçait ses biceps, puis la foule gueulait, criait. Malade, c'est ça qu'on veut. On s'entend qu'il n'y a plus de shape, Sting, mais ça dit quoi? Ça dit que son charisme est encore là, est encore très fort. C'est ça. Et puis j'ai adoré aussi c'était tout simple, mais c'était tellement merveilleux. Quand Triple H a tout simplement fait son habituel, il arrive, puis il prend la tête du gars, puis il fait tomber sur son genou, là. Ouais. Et qu'il se retourne et qu'il lui s'attend que Sting est tombé, puis il se revire, Sting est encore debout, comme d'habitude. Ouais, puis il se cogne sur le chest, puis let's go. Alors c'était du beau Sting, c'était vraiment bien. Donc le début du match était bien. Une fois qu'EDX est arrivé, là, on ne veut pas, ça l'a cassé le rythme. Ça l'a fait en sorte qu'on s'est distancé du ring en plus. Oui, j'ai quand même aimé le dive de Sting. C'était vraiment bien. Il prouve que c'est un des seuls à 50 années qui est encore capable de faire des moves comme ça. Je verrais pas Triple H monter sa troisième corde pour sauter en bas du ring, mettons. Il est trop jack pour ça, là. C'est ça. Fait que c'était vraiment bien. Ensuite, ils l'ont ramené dans le ring. Un petit dernier move, puis là, Triple H fait son pedigree, kick out, on donne la massue, ouais, c'est ça, la massue à Triple H, puis là, ensuite, ben, c'est ça, la NWO arrive. Une petite guerre de petits enfants entre DX, ben, c'est ça, là. NWO. Genre, si vraiment vous vouliez faire une rivalité entre les deux, vous auriez dû le faire, genre, il y a comme 10 ans, quand la WCW s'est fait fermer, là, là, ça aurait été intéressant, parce qu'il y avait Nash, Call puis Hogan était encore capable de lutter. Aujourd'hui, là, Kevin Nash, il a fait une close line, il s'est mangé un move, puis il s'est fait mal au genou. Oui. Scott Hall, excuse, là, il est tellement out of shape, ça n'a même pas d'allure. Non. Il est plus capable de rien faire. Donc, ça a été vraiment, mais là, après ça, les deux équipes s'en vont dans leur coin, le rythme revient, ça commence à être bien, encore des petits moves. Et puis là, encore une fois, il faut qu'ils cassent ça en amenant HBK. Ben, c'est ça, je te dis, c'est carrément masturbatoire. J'étais comme, come on, genre, laissez le match aller, si bolac. Fait que j'étais comme, pourquoi HBK, tu te mêles de ça? Ça a même pas, t'étais même pas, en plus, durant la Attitude Era, qu'il y avait vraiment une guerre entre DX puis entre NWO. T'étais même plus dans DX, dude. Genre, va-t'en. T'as pas, j'étais comme, come on, là. Là, on aimerait spécifique, c'est pas qu'on a quelque chose contre les gens impliqués dans le segment. C'est comment l'histoire a été menée dans ce combat-là que c'est dégradant. Shawn Michaels était mon lutteur préféré. Il fait encore partie de mon top 3 de mes lutteurs préférés. Je l'adore, là. Puis c'est pas parce qu'il a fait quelque chose contre Sting que je suis comme... Non. C'est vraiment parce que ça n'avait pas sa place. Exact. Ça n'aurait pas dû être ça, l'histoire du match. Non. Puis c'est pas juste parce que c'est moi qui pense ça ou quoi que ce soit. Moi, j'y vais avec la logique de ce qui était raconté durant les promos au début. Puis c'est de là que je dis que ça n'aurait pas dû arriver. Et voilà. C'est comme je dis, si ça aurait été ça l'histoire depuis le début,
puis que vraiment Sting aurait dit « Oui, je viens pour venger la mort de la WCW », anyway, ça aurait pu marcher parce que c'est le vengeur. Fait que ça aurait quand même fité. Il aurait pu le faire. Mais c'est pas ça qu'il a raconté comme histoire. Non, il était là pour, comme tu avais dit, faire de Triple H quelqu'un de plus humble, le rendre humble. Ça, c'est intéressant. C'est ça. Fait que de là, j'ai pas aimé le spot. C'est juste ça. Ça avait juste pas sa place. Sinon, dans une autre optique, ça l'aurait été bien. Là, ensuite, par contre, quand le match a repris le rythme, puis que là, vraiment, les deux équipes se sont vraiment tassées pour le reste du match, j'ai aimé quand vraiment Sting, je te l'avais dit, que c'était sûr qu'il était pour avoir un autre spot, battre contre Sledgehammer. Ouais. J'ai adoré quand Sting a brisé le Sledgehammer avec son bâton. Qu'est-ce qui est plat, c'est que ça va de la très faux. C'est ça qui est juste plat. Ben, c'est clair que si tu prends un vrai Sledgehammer avec un bâton de baseball, t'auras beau varger à deux mains sur le Sledgehammer, il brisera pas en deux de main. Exactement, c'est un peu... Ça, on le sait. Mais sinon, tu sais, pour la signification, encore là, dans l'histoire... Ça, oui. Si on enlève le fait que c'est pas réaliste, si on parle vraiment de kayfabe, de l'histoire, puis de ce que ça raconte, ça, c'était bien. Parce que c'était vraiment un coup du vengeur pour dire « Je te brise, Triple H ». C'est un fait. Et puis là, Triple H, une fois Sledgehammer brisé, on l'a vu, là, il a pogné des shakes, là. Là, il était pas safe, là. Il était à terre, là, puis il a lâché le Sledgehammer, puis il reculait dans le coin, puis non, ok, c'est correct, j'ai compris, là. Je m'excuse quasiment, là, tu sais. Puis là, on a eu droit à un beau Stinger Splash. Oui. Et après ça, on a eu droit à un petit coup de Sledgehammer qui a fini le match. Je déteste cette fin. J'étais vraiment pas... Non, c'était une fin cheap, là, mais... C'était là. Malheureusement. Donc, s'il vous plaît, WWE, si vous entendez, je suis prêt à le dire en anglais, je le dirai pas, mais c'est pas grave. S'il vous plaît, là, faites que c'était pas le dernier match de Sting. Genre, come on, là. Sting est ouvert encore à travailler avec la WWE. J'espère vraiment. Parce que des chances qu'on va y encore à SummerSlam, puis au prochain WrestleMania au Dallas, Texas. Fait que, on se croise les doigts. C'est ça, j'espère. Parce que j'ai pas envie que... j'ai pas envie, parce que j'aime Sting, puis je vois pas de logique non plus à faire venir un grand homme comme lui pour juste le faire perdre. Non, ça c'est effectivement dégradant. Tu sais. Dans les circonstances, c'était dégradant. C'est encore une fois un problème, un ego trip. C'est ça. Puis ensuite, une fois le match terminé, j'ai pas trop compris. Toi, t'avais ta manière de décrire la chose, l'espèce de handshake nowhere, puis la petite tape dans le cou, là, comme si Sting c'était un petit jeune, puis que Triple H voulait l'encourager. Toi, c'est une insulte, parce que c'est vraiment une insulte, parce que Triple H, est entre guillemets inférieur à Sting, considérant que Sting c'est le vétéran comparé à Triple H, toute la patente. Je pense que c'est toi ou c'est un de mes amis qui me dit qu'il aurait aimé ça que Ric Flair, tant qu'à y être, se soit impliqué puisque... Tant qu'à amener NWDX, vas-y, amène Ric Flair aussi. Là. Même pendant un bout, je me demandais si confronter Triple H avec quelques semaines à Raw, puis que ça a fini que carrément, Triple H a poussé Ric Flair d'une manière irrespectueuse. Fait qu'en tout cas, comme je dis, après ça, j'étais vraiment comme mélangé. J'étais comme, pourquoi Triple H voudrait serrer la main à Sting après le match? Pourquoi Sting accepterait? C'est ça. Puis en plus, comme je dis, moi ça, j'ai fait bien là, tabarnouche, là. Triple H qui fait la petite tapote dans le cou, là, en arrière de la tête, là, comme si c'était un petit gars qui venait de battre, là. J'étais comme, ok, je comprends rien. Je sais pas où est-ce qu'ils s'en vont avec ça. Si vraiment ça finit de même, là, puis qu'on voit plus Sting, je vais être vraiment déçu. Ben là, Sting, il se faire une interview avec WWE suivant Raw. Ouais, ben ça doit être terminé en ce moment, malheureusement. C'est ça. Mais ça, de toute façon, c'est pas nécessairement le sujet de notre podcast. Là, on est rendu à noter le combat entre Triple H et Sting. Moi, personnellement, le match... j'ai essayé d'oublier mes sentiments pour le match, puis ma déception, puis j'ai re-regardé le match une deuxième fois par après, une fois comme la soirée passée, les émotions passées, ma déception puis tout. Si je prends le match pour ce qu'il était,
Ouais. Moi, j'y donne un 8 sur 10. Le match était quand même bon. Comme je dis, le début était très bien. C'est sûr que quand que les deux autres factions sont arrivées, c'est ça. Ça l'a comme... Moi, ça m'a tué personnellement, ça. C'est ça. Ça l'a comme arrêté. Le match a comme, entre guillemets, quasiment arrêté. Oui. Mais sinon, si on prend le match pour ce qu'il était, pour les passes de lutte, la qualité du match, moi, je donne un 8 sur 10. Le match était quand même bon. J'ai apprécié le spectacle qu'on s'est fait donner. Je continue à penser que c'était c'était préparé à la dernière minute, que c'était la fameuse surprise que Vince McMahon voulait donner aux spectateurs pour qu'on aille un autre moment wow, comme Undertaker l'année passée quand il a perdu. Moi, je pense que c'est un fail. Je pense qu'il a manqué son coup. Moi, je pense qu'il a manqué. Il aurait dû réussir, mais il a manqué son coup mais il a manqué son coup, pardon, à cause de l'exécution, pas à cause de ce que c'était. Sur papier, c'était wow, mais sur exécution, c'était pouette. Ouais. Puis en plus, ça c'est encore là, je tiens à spécifier là, pour pas avoir des commentaires puis des blablabla. Non, HBK c'est mon lutteur préféré. Je l'ai beaucoup aimé. Je n'ai parlé dans le premier podcast, ça a été long avant que je trouve quelqu'un qui a pris la place à HBK dans mon cœur. Mais HBK, si tu dis que tu prends ta retraite, arrête de revenir à toutes les WrestleMania pour faire un Switch in Music. La paye est bonne, il l'a dit, il a besoin d'argent. Ouais, celle-là, j'étais comme, ben voyons donc, là, HBK a pas vraiment dit ça, là. Il y a dit ça en référence dans le Hall of Fame. Le 1000 épisode, le 1000e épisode de Raw, quand c'était la DX qui avait ouvert le gala, puis t'avais Triple H qui disait qui avait commencé avec une des meilleures blagues. Alors, pour tout le monde à la tendance, puisque je suis le seul qui a encore ses cheveux. Ok. Puis plus tard dans le segment, il dit à Billy Gunn, on s'est jamais vraiment parlé, toi puis moi. Toi, Sean, vous êtes jamais parlé, mais tu vois, Sean, il a fait Playgirl. Sean répond, oui, mais j'étais jeune et innocent. J'avais besoin d'argent. C'est ça, exactement. C'est vraiment écœurant, comme. Ça, c'est du beau bruit de kayfabe, parce que oui, t'es au courant, mais au moins il l'admet, fait que t'es genre là, cool, au moins il l'assume, tu sais. Fait que. C'est ça. Mais en tout cas, puis même, dans le fond, toi, t'as-tu écouté là, la fin? Je vais juste glisser une petite parenthèse. Non, j'ai pas d'écouter. Ok, ben c'est peut-être pour ça que tu comprends pas la parenthèse que je faisais tout à l'heure. Okay. Juste pour expliquer ce que je voulais dire. Je pensais que c'est ça que tu parlais. C'est que c'est HBK qui a intronisé Kevin Nash dans le Hall of Fame. Mm-hmm. Et il a carrément dit dans son speech, il dit, genre, merci à Kevin Nash d'avoir inventé les contrats garantis et d'avoir switché à la WCW pour avoir ce qui a causé la création de la DX et qui fait qu'aujourd'hui je vis des marchandises. Carrément. Donc je pensais que c'est de ça que tu parlais moi au début. C'est bon pareil. Moi j'ai trouvé c'était comme ok, excuse-moi, une slap in the face là. Non, c'est une belle shot. Une belle shot, sérieux. Alors j'étais comme ben voyons, non, il a pas dit ça là. Il a dit ça, mais c'est oui. Écoute au moins ce spot là du Hall of Fame, l'intronisation de Kevin Nash. Il l'a sur YouTube, je suis sûr. Ah oui. Ok. Fait que donc, moi, en tout cas, 8 sur 10 toi, pour c'est 8 sur 10. Moi, je l'ai aimé moyennement, je te dirais, à cause justement de... Moi, j'y vais aussi avec ce que représente l'application de NWO et de la DX. J'ai déjà expliqué ce que ça représentait. Je veux pas m'attarder sur ça trop, parce que je veux qu'on avance avec les prochains combats. Je pense que tu es d'accord avec moi. Oui. Et je trouve que c'était mal placé. Fait que c'est comme, pour moi, ça suit le match. Mais juste dire Triple H, qui en passant a gagné. Triple H contre Sting, c'était sinon un bon match. Pourquoi je la mentionne que Triple H a gagné? On a tous les deux prédit que Sting allait gagner. Ouais, puis je veux dire, en tout cas, il n'y avait pas vraiment de raison pour faire gagner Triple H. C'est clairement très bien. Juste à part, on va se le dire, juste pour dire, encore une fois, son ego. Oh, ben, j'ai déjà perdu contre Brian l'an passé. Là, tenez, gars, fuck you, je gagne. Dude, Sting. C'est ça. Sting. Mais moving on.
Ensuite, match de Diva. Yes, AJ Lee et Paige contre les Bella Twins. Qui était qui on va se dire, était le maillon faible de la soirée, mais c'était pas un si mauvais maillon faible que ça. Non, c'est sûr que ça a été le moins bon avec le Battle Royal. Mais j'ai quand même été impressionné. Le match a été bien construit. C'est surtout ça. Il y avait pas trop de temps mort. C'était bien exécuté. J'ai aimé le fait que les Bella, pour une fois, ont agi en vrai heel et ont isolé Paige, ont éliminé AJ jusqu'à peu près à moitié du match. Le moindrement qu'AJ arrivait sur le bord, il y en avait une des deux qui allait la frapper pour la redescendre en bas du ring. Retourne en bas, oui. C'est ça. C'était une bonne construction de match. Ça, c'était correct. C'est classique. C'est typique classique. C'est ça. Moi, je t'ai lancé ça durant la soirée, puis je dis encore que c'est ça. On a vu beaucoup les influences des filles durant la soirée. Ouais. AJ Lee qui fait carrément l'espèce de tornado DDT à Kenta. Ouais, donc c'est ouais, c'est ça. Je les mélange tout le temps, les Moses de Bella. En tout cas, celle qui est mariée à Cena. C'est Nikki. Nikki est mariée à Cena, puis Brie est mariée à Daniel Bryan. Ces filles-là m'intéressent pas assez pour que je retienne ces affaires-là. Non, ouais, mais c'est là-dessus qu'il y a le Total Diva qui me fait rire. Tellement que les filles ont de la cruche et, excusez-moi le terme, là, salope. Ouais. Donc c'est ça. Nikki qui a carrément à un moment donné après un splash fait un espèce de retournement puis s'est relevé debout comme s'il en fait toujours. Ensuite t'as l'autre Bella, Brie, qui a vraiment fait du mat wrestling tout le long. Oui. Genre, clairement son mari. Puis Paige, elle, vraiment qui a été in your face à l'anglaise, qui a été très, très, très solide. Ouais. Je vais glisser maintenant parce que c'est le temps, parce qu'on en parlait un petit peu au début, tandis que quand toi tu parlais de Natalia, moi personnellement, Paige, je bavais quand je l'ai vu arriver. C'est vrai je l'adore avec ses mèches bleues. Oui, hein, ses mèches mauves, là. C'est son vrai, costume, il était pas trop différent, mais juste assez pour avoir ajouté des détails, vu que c'était WrestleMania, l'espèce d'étoile sur son chest. Moi, Paige, c'est la femme de la soirée pour moi. Là. J'étais comme, mon Dieu, qu'elle est belle, ça n'a même pas d'allure. Oui, hein, c'est une beauté naturelle. Ouais, c'est ça. Donc, fait que c'est ça. Comme juste pour clôturer ça quand même assez vite, parce que c'est comme tu dis, ça a été le moins bon des matchs de la soirée, même s'il était bien. Moi, c'est un 7 sur 10. Le match était bien construit, c'était agréable. Il n'y a pas de spot qui a ressorti suffisamment pour que je donne plus de points que ça. C'était agréable. Et je te félicite parce que toi, t'avais prédit AJ Lee et Paige qui gagnaient. Moi, j'avais prédit les Bella Twins qui gagneraient. Effectivement. Et moi, le combat, comme toi, je l'ai aimé, mais pas plus qu'il faut. Mais assez pour dire, oui, c'était un combat bien travaillé et chapeau aux 4. Oui, effectivement. On avait peur, toutes les deux, là-dessus, que ça soit un match vraiment botché, puis que les Bella, scrapent le match, puis toute la kit. Mais non, même les Bella, ils ont fait leur travail, ils l'ont bien fait. Puis aussi, il y a vu que on a entendu ces nouvelles-là après notre premier podcast, donc on n'a pas pu en parler. Il y avait des craintes au niveau des J-Lee. Selon le fait qu'apparemment que la WWE a chialé qu'elle a pris une longue pause. Et aussi, veux pas, t'as entendu parler sûrement du tweet au tweet de CM Punk qui a fait un move discutable en mettant une photo de l'urne qu'il avait utilisée durant son match, sa rivalité avec Taker, puis dire qui veut cette merde-là, genre moi je veux m'en débarrasser, je m'en crisse pour toute la kit. Non, je savais même pas. Ah ouais, il a fait ça, puis ça, c'était peut-être pas une bonne idée, ça, d'aller dire carrément que ça vaut rien, puis que c'est une merde, puis toute la kit. Je veux dire, tu peux ne pas respecter la manière de faire de la compagnie, de pas respecter Triple H ou whatever, qui t'aime pas. Mais que je sache, Undertaker t'a rien fait, de un. De deux... Undertaker a déjà coupé court un terrain de championnat mondial, oui.
Ah, peut-être, je suis pas au courant, je me rappelle pas. À cause d'un truc politique, là, parce que Punk ne voulait pas s'habiller en veston-cravate, comme se doit, entre guillemets, tout bon champion de la WWE. Taker lui a dit, Punk, écoute, t'es le champion, habille-toi bien. Punk il répond, pourquoi je m'habillerais bien? Sinon, Cena s'habille comme qu'il veut, lui. Et Taker était voir McMahon et a dit, ben garde, Vince, pas en monnaie d'attitude. Pis c'est bizarre, hein. 2 semaines après, c'était un pay-per-view, puis je pense, puis Punk a perdu à Taker en 7 minutes sans avoir 0 over à Taker pour le titre World Heavyweight. Dans le sens que c'était le brand extension. Ouais. Fait que non, c'était un dick move de Taker, en quelque part. Ouais. En tout cas, il y avait des craintes sur le fait que, et à cause de toutes ces histoires-là, que peut-être qu'il ferait paraître mal AJ, même qu'il ferait perdre AJ durant WrestleMania. Et on a vu, tous ceux qui pensaient ça, que non, il y a vraiment, la WWE sont capables de faire la distinction. AJ Lee a eu un beau spot et a eu la victoire en plus. C'est elle qui a soumis l'autre diva. Donc, c'est parce qu'ils savent également que s'ils masterisent AJ, ça va être médiatisé plus que nécessaire, puis ça va les mettre dans l'eau chaude. Ils savent ça aussi. Donc, en tout cas... avec l'Internet, là, WWE peut plus faire tant d'erreurs que ça, mais ils en font encore des flagrantes, fait que... En tout cas, donc c'est ça. Comme je dis, le match était bien, sans plus. Donc, next! John Cena contre Rusev pour le championnat des États-Unis, qui était, ma foi, une belle surprise. Je m'excuse. Oui. Tu es je m'excuse d'avoir parlé en mal de Rusev durant notre premier épisode. Il m'a montré qu'il était très capable de lutter un long match et qu'il était capable d'être original. Oui, mais ça, je te l'ai dit, Rusev, c'est le lutteur le plus amélioré de la dernière année. C'est ça. Donc, je m'excuse, Rusev. Viens pas me péter à gueule, s'il te plaît. OK? Le match à Fastlane, je l'ai pas aimé. Mais t'es un bon lutteur. C'est correct. Je m'excuse. Donc, non, c'est ça. J'ai été très impressionné. Je savais vraiment pas quoi m'attendre. J'avais peur que ça ressemble à Fastlane, justement. Mais le match a été vraiment, vraiment, vraiment très, très, très bien. Je veux dire, le match a été... Les deux ont été capables d'être originales. C'est une chose que je parle depuis le début, mais pour moi, ça fait gagner des points quand tu es capable d'être original. Ben, c'est le moment de le faire. De sortir de ton template de move, tu sais. De rajouter quelque chose. Je pense qu'on est tous les deux d'accord sur le fait que le Springboard Stunner à Cena, c'était, ma foi, très bien. Oui. C'était très bien. C'était très, très bien. C'était original. C'était wow. C'était vraiment bien. Et... petite étoile à Cena pour sa leg drop. Pour une fois, elle était très belle. Oui, c'est ça. Pour une fois, là, c'était... Wow. C'était très, très... Ouais, ben, ça diving leg drop, Fameasser, pas sûr comme tu veux. Était très belle. Cette fois-là, là, ça a été... Wow. Le match était très, très bien construit. Il n'y a pas eu de temps mort réel. C'était assez... C'était... ce que je m'attendais plus à voir du main event en réalité. Ça a été très solide, ça a été brutal. Les coups rentraient au poste, ça... Excuse-moi, mon Dieu. Belle histoire de raconter dans le combat. C'est ça. Cena qui... Les deux ont très bien paru. C'est ce qui était important surtout dans cette histoire-là. Absolument. Parce que si Rusev aurait mal paru, ça l'aurait enlevé 100% de sa crédibilité. Parce que déjà là, sa crédibilité, malheureusement, même s'il a très très bien paru, était gratignée au moins. Parce que là, il n'y a plus son undefeated streak. C'est ça. Donc, en étant plus undefeated, maintenant on sait que Rusev, il est battable. Il est humain. C'est ça. Donc... c'est juste ça qui est triste, mais c'est vrai qu'il fallait que ça arrive à un moment donné. Mais dans son cas, il va blâmer sa défaite pour le championnat des États-Unis sur Lana. C'est pourquoi on ne la voit pas encore une fois. Ouais, c'est ça. Donc, moi, personnellement, j'ai donné à ce match-là un 9 sur 10. Oui. Pourquoi? La seule chose que j'ai pas aimé, c'est le finish. Pourquoi? Qu'est-ce que t'as aimé du finish? J'ai pas aimé le finish, pas pour Lana qui s'en est mêlée, pour le fait que ça l'a
tu sais, Cena vient de se battre contre Brock Lesnar. Brock Lesnar a mangé 4, 5, 6 attitude adjustments. Carrément, à un moment donné, dans le match de Triple Threat à Royal Rumble, mangeait un attitude adjustment, se relevait, en a mangé un deuxième, se relevait, en a mangé un troisième, se relevait. C'est comme l'attitude adjustment là, c'est plus supposé d'être genre oh my god là, puis il y en a plein qui se sont relevés de tout ça, puis là tu vas me dire que Rusev il est pas assez fort pour se relever d'au moins un. J'aurais aimé qu'il kick out au moins à un attitude adjustment, quitte à l'avoir rentré plus tôt dans le match. Au moins ça l'aurait donné quelque chose pour la fin, puis j'aurais donné le petit point 5 de plus ou le 10 carrément. Mais le fait que un petit attitude adjustment, il n'y a pas de kick-out, c'est juste ça qui m'a dérangé. Parce que c'est de dire que Rusev, il est pas aussi tough que les grands. C'est ça qui me dérange. Parce que Rusev, moi, j'aurais aimé ça après un match comme ça. Puis vraiment, si tu me dis qu'il est undefeated, puis qu'il est important, puis qu'il est beef, puis nanana, j'aurais aimé ça qu'il kick-out au moins une fois. Parce que, comme je dis, si on parle de Taker, si on parle de Michael, si on parle de Triple H, si on parle de Orton, si on parle de Brock Lesnar, ils ont tous kick-out à au moins un attitude adjustment dans chacun de leurs matchs contre Cena. C'est vrai. C'est juste ça que j'ai pas aimé. Puis j'ai assez pas aimé pour carrément enlever un point à ce match-là. Donc, c'est vraiment la seule chose. Sinon, le reste du match était vraiment bien. C'était solide. Pour un match que j'avais des craintes, j'ai été très surpris, puis ça mérite un 9 sur 10. Pour toi? C'est un match que j'ai adoré également. C'est un match qui fait compétition à Orton-Seth Rollins. Je dirais même jusqu'à dire que pour moi, Seth Rollins, Orton et Cena versus Rusev sont au même pied d'égalité. Ce sont deux matchs que j'ai immensément adorés.